Tout a commencé en Suisse, avec une zone de terres agricoles luxuriantes, et est devenue une dynastie qui a dominé l'Europe du Sud-Est pendant des siècles. L'ascension des Habsbourg au pouvoir au haut Moyen-Âge et leur descente vers l'extinction est l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire européenne. Ils ont survécu à des guerres religieuses sanglantes, à l'alcoolisme et à la folie. Mais il est si possible que l'obsession de la famille pour la pureté du sang soit ce qui a finalement causé leur chute. Bienvenue dans la folie médiévale. La naissance. Le premier Habsbourg que nous connaissons apparaît à la fin du Xe siècle dans le nord de la Suisse et en Alsace, alors connu sous le nom de Souabe du Sud. Vers l'an 1000, un seigneur de guerre nommé le comte Radbot de Cletgore, probablement fils d'un noble germanique, fonda le château des Habsbourg et en fit le siège de la famille. Selon la légende, Radbot a découvert un affleurement rocheux idéal pour construire une forteresse alors qu'il cherchait son faucon préféré perdu. Le nom Habsbourg vient donc du mot Hab, qui signifie passe-temps ou faucon, et Bourg signifiant château. C'est ainsi que la famille aurait obtenu son nom. Quoi qu'il en soit, les Habsbourg n'ont même pas beaucoup utilisé le nom au début et se sont appelés les comtes d'Alsace. La Suisse était une région de terres agricoles luxuriantes qui était très productive pour les Habsbourg. Ils n'ont donc même pas eu à taxer lourdement leurs locataires lors de leur montée en puissance. Au début du XIIIe siècle, l'ouverture du col du Gothard a créé une route à travers les Alpes vers le nord de l'Italie, permettant l'échange de grandes quantités de produits. Au cours des 2 siècles suivants, la plupart des familles nobles, qui étaient toutes mariées entre elles, ont commencé à disparaître. Et grâce à un ancien rite, les Habsbourg ont pu hériter de leurs terres. Au moment où nous arrivons au XIe siècle, c'était le petit-fils de Radbot, Otto II, qui fut le premier à prendre le nom du château comme le sien, et il devint le comte de Habsbourg. Au cours du XIIe siècle, les Habsbourg se sont alliés aux Pfeffenstorfens, régnant sur le duché de Souabe, et ont souvent été ajoutés à la cour impériale permettant leur ascension. En 1250, après la mort de l'empereur romain germanique, Frédéric II le Grand interrègne, a débuté avec des conflits sur le véritable héritier du trône. Le créateur, Rudolf de Habsbourg, confié à son oncle vers l'âge de 14 ans, avait été formé comme chevalier en tant qu'écuyer. Quand son père, le comte Albert IV, est mort en 1239, c'est Rudolf qui a hérité de ses grands domaines et titres. Son mariage avec une héritière de Hohenberg lui a permis d'agrandir ses terres et ses biens. Avec la décomposition du duché de Souabe, il a acquis des terres dans tout le sud-ouest de l'Allemagne, gagnant un pouvoir considérable. Avec le trône vide et la recherche maintenant d'un nouvel empereur, Rudolf est devenu un prétendant. Ayant l'ancien dirigeant Frédéric II comme parrain, il a pu se présenter pour le poste. Il y avait d'autres candidats, le principal étant le roi Ottokar II de Bohême, mais être apparenté à chaque membre du conseil électoral a ses avantages, et Rudolf a été élu roi Rudolf Ier d'Allemagne et couronné dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle en 1273. Il a fallu 5 générations depuis les humbles débuts de Radboud pour que Habsbourg soit élu roi des Allemands. Rudolf était décrit comme courageux, intelligent et fort, mais aussi, selon ses propres dires, insatiable à la guerre. Maintenant, il a jeté son dévolu sur l'Autriche. Ottokar avait saisi le royaume après la mort du dernier duc de Battenberg, mais Rudolf le voulait et a vaincu et tué le roi de Bohême en 1278 à la bataille de Marchfield. Rudolf a donné le duché d'Autriche à ses fils Albert I et Rudolf II marquant le début de la maison de Habsbourg d'Autriche. Ses descendants ont pris le Tyrol au XIVe siècle et sont devenus empereurs du Saint-Empire romain au milieu du XVe. La descendance. La procréation était la clé pour s'assurer que les Habsbourg pouvaient se marier dans autant de familles nobles européennes que possible. Plus il y avait d'enfants, plus il y avait de mariages et de relations. Donc, les hommes Habsbourg étaient de réputés pour leur productivité dans la chambre à coucher. Après tout, les médiévaux croyaient qu'un utérus de femme avait besoin de beaucoup de lubrification pour l'empêcher de se dessécher. On croyait aussi que la fertilité et la naissance de fils étaient associées à la piété, ce qui expliquait la grande dévotion envers l'Église catholique. Au Moyen-Âge, la moitié des dynasties nobles et royales disparaissaient tous les 100 ans faute d'héritiers mâles, mais les Habsbourg étaient des super-héros en matière de procréation. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, la plupart des dirigeants en Autriche visaient environ une douzaine. Mais au XVIIIe siècle, des monarques comme l'impératrice Marie-Thérèse visaient des chiffres d'environ 16.
Rudolf Ier d'Allemagne a eu 10 enfants avec sa première épouse, Gertrude de Hohenberg, et a essayé d'en avoir d'autres avec sa deuxième épouse, Isabelle de Bourgogne, mais elle n'avait que 14 ans lorsqu'il l'a épousée en 1284 et lui avait 66 ans. Ce mariage, à part Isabelle elle-même, est resté sans enfant. Le fils de Rudolf, Albert Ier, a fait mieux, il a épousé Élisabeth, fille du comte Ménard du Tyrol, et a eu 12 enfants. Plus tard, un Habsbourg irait très loin pour s'assurer qu'il aurait un héritier mâle. La princesse Élisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel s'est mariée avec le futur empereur romain germanique Charles VI de la monarchie des Habsbourg autrichiens. Avant son mariage, en 1708, la jeune Élisabeth, âgée de 17 ans et réputée pour sa beauté, a subi un examen gynécologique effectué par un médecin et un prêtre pour prouver qu'elle était fertile. Elle était immédiatement sous pression pour produire un héritier mâle et on lui donnait de grandes quantités d'alcool pour la rendre plus fertile. Son visage a ainsi acquis une teinte rosée permanente. Un garçon est né 8 ans plus tard, mais il est décédé à seulement 7 mois. Lorsqu'Élisabeth est retombée enceinte, son mari a décoré sa chambre avec des images érotiques, espérant avoir un garçon. Comme prévu, cela a échoué. Les médecins de la cour ont utilisé des méthodes encore plus étranges pour tenter d'améliorer la fertilité d'Élisabeth. On lui a prescrit un régime si riche que la belle Lily White est devenue une alcoolique obèse. Son obésité l'empêchait de marcher, causait des problèmes respiratoires et nécessitait une machine spéciale pour s'asseoir. Des 4 enfants qu'elle a eus, seule Maria Theresa a atteint l'âge adulte, devenant impératrice du Saint-Empire romain et dirigeante des dominions des Habsbourg à partir de 1740. Le plan ? Au fil des siècles, les mariages entre divers membres des familles mérégnantes et les enfants nés de cousins, oncles et nièces ont fait que les Habsbourg ont régné sur un empire où le soleil ne se couchait jamais. Mais c'est cette obsession d'essayer de ne se marier qu'avec d'autres familles jugées dignes et qui comprenaient souvent des membres des Habsbourg qui a probablement provoqué la chute de la dynastie à la fin. La lignée espagnole des Habsbourg a débuté au XVe siècle quand Philippe Ier de Bourgogne, un État incluant des parties du Luxembourg, de la France, des Pays-Bas et de la Belgique, a épousé Jeanne de Castille en 1496. Jeanne était l'héritière du trône d'Espagne. Les Habsbourg, ayant accédé au trône par mariage, savaient qu'ils pouvaient être perdus aussi facilement par ce même moyen. Déterminés à préserver la monarchie espagnole, ils ont cherché des conjoints royaux appropriés au sein de leur famille. D'ici le XVe siècle et le dernier souverain Habsbourg de l'Empire espagnol, Charles II, les tristes effets secondaires de cette consanguinité pouvaient être observés dans les malformations congénitales. Charles a toujours été un enfant maladif dès la naissance. Lorsqu'il est devenu roi à l'âge de seulement 4 ans, il était encore allaité et souffrait d'épilepsie et de rachitisme. Quand il avait 25 ans, le roi Charles a été décrit par Francesco Nicolini, un diplomate ecclésiastique portugais, comme étant plutôt court que grand, pas mal formé, laid. Il a un long cou, un visage long qui s'incurve vers l'intérieur. La lèvre inférieure typique de la maison d'Autriche, il ne peut pas redresser son corps. Plutôt, quand il marche, il se recroqueville contre un mur, une table ou quelque chose d'autre. Son corps est aussi faible que son esprit. Occasionnellement, il montre une certaine intelligence, mémoire ou vivacité. Mais pas maintenant. En général, il a une attitude lente et indifférente. Maladroit et indolent, apparaissant stupéfait, on peut faire ce que l'on veut de lui, car il manque de volonté propre. C'est à peine l'image de la santé virile qu'un dirigeant était censé avoir. Les parents de Charles II étaient Philippe IV et Marianne d'Autriche, et ils étaient oncle et nièce. Mais en raison de la prévalence de la consanguinité avec un membre de la famille épousant un autre sur tant de générations, ils auraient tout aussi bien pu être frères et sœurs. Conséquences. La déformation faciale dont souffrait Charles II est devenue connue sous le nom de mâchoire des Habsbourg ou menton des Habsbourg et a été transmise à la lignée espagnole, prenant de l'ampleur et s'aggravant avec le temps. Un généticien moderne a souligné que lorsqu'une personne naît, elle reçoit 2 versions de chaque gène, une du père et une de la mère. Un gène dominant viendra au premier plan et masquera un gène récessif. Mais dans le cas de l'interconsanguinité excessive des Habsbourg, la mâchoire saillante était probablement une caractéristique récessive qui est apparue parce que chaque enfant né héritait de 2 pères également défectueuses. Le taux de parenté sanguine pour Philippe en était seulement de 0,025, mais au moment de la naissance de Charles II, il était monté à 0,25. Cela signifiait qu'un quart des gènes qu'il recevait de chaque parent étaient les mêmes.
Sur les 11 mariages des monarques espagnols entre 1450 et 1661, la plupart d'entre eux avaient un élément de parenté. Et la progression de la déformation faciale peut facilement être observée en comparant les portraits des Habsbourg à partir de Philippe Ier de Castille, qui fut le premier monarque Habsbourg d'Espagne et connu sous le nom de Le Hansen. Au fil des âges jusqu'à Charles II, dont le règne a commencé en 1665, et il était, je cite, si handicapé que son élocution et sa capacité à mâcher facilement la nourriture étaient affectées. La santé de Charles II était si mauvaise qu'on pense que c'est ce qui a conduit à la fin de la lignée des Habsbourg, et on débat encore pour savoir si son incapacité à produire un héritier était due à l'endogamie chronique, bien que son rapport d'autopsie ait conclu que son cœur était de la taille d'un grain de poivre, ses poumons corrodés, ses intestins pourris et gangrenés, et qu'il avait un seul testicule noir comme du charbon. Roi du monde ? L'union de Philippe le Beau et de la reine Jeanne de Castille a étendu davantage l'empire des Habsbourg. Leur territoire comprenait le nord de Taïwan, les Philippines, Guam, des avant-postes en Afrique de l'Ouest, en Chine, en Inde et la majeure partie du Nouveau Monde. Leur fils, l'empereur Charles V, régnait sur ces royaumes européens et des domaines s'étendant sur 3 autres continents, devenant le premier monarque mondial. De toutes les dynasties européennes, les Habsbourg semblaient inarrêtables dans leur domination. De l'époque médiévale à l'ère moderne, la maison de Habsbourg a engendré des comtes, ducs, archiducs, grands princes de Transylvanie, empereurs, impératrices et rois de Hongrie, d'Espagne, de Croatie, du Portugal, de Bohême, d'Angleterre et du Mexique. Bien que peut-être à la fin c'était leur lutte pour la domination mondiale et pour préserver la lignée par consanguinité qui les a rendus maîtres de leur propre chute. Merci d'avoir regardé Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous passerez une excellente semaine.